Bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci beaucoup d'être ici avec nous. Pour ceux qui se demandent qui est le gars qui a un micro à côté d'Émile Bravo, je m'appelle Laurent Beauvalet, je suis journaliste à Ouest France et j'ai la chance d'animer la rubrique BD dans ce quotidien. Euh, Évidemment, vous êtes là pour une BD qui est assez saisissante et qui marque un nouveau tournant dans la carrière dans la carrière d'Émile. Il y en a eu d'autres, hein, bien sûr. Celui-là est quand même assez captivant. Donc, on retourne en 10 ans auparavant, 2008, avec le journal d'un ingénu qui, au départ, était conçu uniquement comme un one-shot. Et qu'est-ce qui t'a donné envie? Donc voilà, pour la petite histoire, donc Spirou est projeté en 1939 en Belgique, juste avant la déclaration de la guerre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, vraiment, de donner une suite à cette aventure qui devait être en un seul tome à l'origine? Bonjour à tous, merci d'être là, merci de votre attention. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la suite? En fait, c'est mon éditeur qui m'a vu le succès commercial du premier. Non, c'est en fait, c'est vrai qu'au départ, c'était dans le cadre d'une collection où on demandait à un auteur de faire un album, un one shot, comme on appelle ça. Et puis après, finalement, cette collection, ce postulat a un peu disparu. Il y a des auteurs qui sont mis à faire plusieurs albums. Alors mon éditeur me disait, écoute, si tu as encore quelque chose à raconter sur Spirou, te gêne pas, vas-y. Puis, bon, je sais pas, j'avais rien en tête. Et puis, mais en y réfléchissant bien, je me suis dit, ah mais ouais, c'est dommage parce que ta première histoire, elle s'arrête quand la guerre commence. Et Spirou a été éveillé au monde grâce à une jeune fille qu'il a rencontrée, qui est militante du Comintern. Enfin bref, elle est communiste. Et, et donc, je me disais, continuons à développer faisons-le grandir maintenant, faisons-le prendre conscience vraiment du monde et faisons en sorte d'expliquer comment ce groom, parce qu'il est toujours groom à la fin de cette première histoire, comment il devient l'aventurier qu'on connaît au travers des histoires de Franquin. C'est un peu les questions que tu te posais, en fait, quand tu lisais Spirou, tu te disais, mais qu'est-ce qui lui est arrivé avant? Bah oui, parce que je ne comprenais pas qu'il soit habillé comme ça. Enfin, quand on est petit, c'est important. Je sais pas, on doit s'identifier au héros. Et j'aimais bien ce personnage, mais je trouvais que c'était quand même bizarre de porter cet uniforme rouge. Puis je ne comprenais pas la raison, parce qu'on disait oui, Spirou est groom, mais on ne le voyait jamais travailler dans un hôtel. Il n'y avait pas d'explication pour moi. Et donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce premier tome, l'ingénu, pour un peu expliquer pourquoi il portait cet uniforme aussi. Et donc voilà quoi. Là, il y avait de quoi faire toute la guerre. Je pense toujours malheureusement, il faut des traumatismes à l'espèce humaine pour qu'elle avance, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle s'éveille, pour qu'elle prenne conscience des choses. Et là, c'était l'excellent exemple d'expliquer qu'un enfant qui est un groom, c'est-à-dire en fait socialement pas grand-chose, devient un être libre et un aventurier au travers de la plume de Franquin. Et ça, c'est en 1946. Et au départ, il est groom en 1938. Et en 1946, c'est un aventurier. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que je me suis dit que c'était ça qu'il avait en fait construit, en fait, voilà, parce que le pire engendre aussi le meilleur. Et donc voilà, donc là il y avait de quoi faire, il y avait quelque chose d'intéressant à développer. Comment tu as vécu, si je puis dire, cette phase d'écriture? Parce que d'abord, elle a duré longtemps. Et pour te plonger dans le quotidien des Belges pendant l'occupation, qui n'était pas exactement la même que celle en France, comment tu as fait et qu'est-ce que tu as ressenti viscéralement, j'allais dire, quand tu as écrit ce long texte? Alors en fait, je me suis dit, oh mais quelle chance, je vais pouvoir revivre cette époque. Parce qu'on s'est tous, je pense, on s'est tous posé la question à savoir qu'est-ce qu'on aurait fait. Et c'est vrai que, objectivement, moi c'est une époque qui m'intéresse depuis mon enfance. Et c'est vrai que depuis tout petit, j'ai demandé à des gens qui étaient susceptibles de l'avoir vécu, enfants ou adultes, comment ça s'était passé, quoi. Et puis en général, les réponses c'était il s'était pas passé grand chose, quoi, mais ils avaient eu faim. Et c'est toujours la faim et la peur en fait qui revenaient toujours sur le tapis.
j'ai pas trouvé de résistants, j'ai encore moins trouvé de collabos, mais c'est tout le temps ça, la faim, et puis l'oppression. Tout le monde sentait l'oppression, y compris, je racontais en fait, quelqu'un qui n'avait jamais vu d'Allemand, même parce qu'il était dans un village paumé, mais il sentait quand même l'oppression. Donc c'est ça en fait qu'il fallait raconter. Donc à partir de là, je me suis dit, bon bah, essayons de revivre ça objectivement. Alors je me suis basé sur des documents, j'ai lu pas mal de choses sur la Belgique de cette époque, et notamment en fait un document qui est très intéressant, c'est un rapport qui était transmis au gouvernement belge en exil à Londres tous les 6 mois. En fait, c'était un type qui s'appelait Paul Struy, qui en fait tous les 6 mois racontait objectivement ce qui se passait, quoi. Mais ça allait en fait du prix du pain, on va dire, aux tendances politiques et puis aux rumeurs. Voilà, et ça c'est très intéressant parce qu'en fait ça a été écrit vraiment au moment, et donc sans connaître l'issue du conflit, son jugement. Et là, il y a de quoi, il y a suffisamment de matière pour vraiment se plonger à cette époque-là. Et ensuite, on doit incarner tous les personnages et vivre la situation, mais surtout objectivement, ne pas chercher à être un héros, mais juste à survivre, comme l'ont fait en fait tous ces témoins que j'ai questionnés, et puis tous les gens que sans doute vous connaissez autour de vous qui vous disent ça, quoi. Et à travers en fait cette survie, et en essayant de garder en fait dans les pires moments en fait son humanité. Je pense que c'est déjà pas mal. Moi, je pense qu'on est déjà un héros. Enfin, surtout quand on a des valeurs et qu'on essaye de les faire vivre encore pendant ces durs moments. Est-ce que tu peux commenter cette première case là? Parce que là, c'est une des cases pardon, dans les premières pages de l'album. Et il se passe tellement de choses en fait, des non-dits, de peur, de crainte à venir. Comment tu l'as imaginé cette scène-là? En fait, c'est comme ça que j'imagine la guerre qui me tombe dessus. En fait, alors déjà, il y a une référence évidente. Vous voyez ce que c'est? Non, personne ne voit la référence. Oui, donc c'est dans Tintin, dans quoi? Vous voyez Voilà, c'est ça. C'est en fait dans l'histoire de l'étoile mystérieuse en Tintin, quand c'est la fin du monde, il y a la météorite qui percute la Terre et tout le monde est un petit peu choqué. C'est un moment de sidération et puis les gens sortent dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Voilà et en fait, ce qu'il a voulu, enfin, c'est complètement inconscient, mais c'est évident. Cet album est sorti juste après l'invasion de la Belgique par les armées nazies. Et ça évoque ça, en fait, c'est cette fin du monde, parce que c'est une vraie fin du monde quand on est envahi et quand on subit une défaite fulgurante comme ça et qu'on est bombardé. C'est tellement choquant que voilà, ça ressemble à ça, quoi. C'est une apocalypse, quoi. Et en fait, ce qu'Hergé a voulu raconter au travers de cette image, c'est ça, quoi. C'est ce chaos, quoi. Et là, c'est pareil, je me suis replongé là-dedans et je dis, voilà, c'est une espèce de, comme je disais, quoi, de sidération. Et on s'imagine bien, les Allemands ont bombardé Bruxelles au petit matin, là, le 10 mai 40. On peut imaginer ce que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attend. La Belgique étant neutre et voulant le rester, en fait, les gens, c'est vrai qu'on se persuade qu'on va jamais rentrer en guerre. Et là, vraiment, c'est une agression terrible et ça vous tombe dessus. Et je pense qu'on est abasourdi et voilà, quoi, et ça donne ça. Il y a une autre case qui est intéressante. Enfin, il y a beaucoup de cases, toutes les cases sont intéressantes, mais celle-ci, elle est très particulière. c'est pour rappeler d'une part le contexte, et puis pour dire dans quel état d'esprit tu as traité cet album, sans manichéisme, quoi, pour résumer, quoi. Non, parce que, comme je dis, encore une fois, il faut vraiment se placer dans cette époque, à l'instant précis. Comme je dis, souvent, quand les gens m'en parlent, ils me disent quand même, je sais pas, c'est dur, il fait rien, Spirou. il a pas pris encore position. Ouais, Fantasio, quand même, je sais pas, et tu t'en fais quoi, un collabo? Je dis, mais non, mais ça n'existe pas, ces termes-là, à l'époque. On ne sait pas ce que ça veut dire, collaboration, ça veut pas dire... Il faut avoir vraiment une conscience politique très élevée, en fait, pour comprendre en fait la nature du régime, en fait, agresseur, le régime nazi. La plupart du temps, à cette époque-là, ce qui se passait de l'autre côté des frontières, mais on s'en foutait. C'était vraiment l'étranger. Et l'étranger, nous, on s'occupe chacun de travailler chez soi, et c'est tout. On voyait bien dans les actualités qu'il y avait des grands défilés en Allemagne et tout, mais bon, à cette époque-là, être militaire,
militaire, c'était pas, enfin, une armée, c'était pas quelque chose de péjoratif. C'était avoir une armée développée, c'était un truc normal. Tous les pays, les grands pays, les grandes démocraties avaient des grandes armées. Il n'y avait rien de terriblement choquant, et puis en plus il y avait un vieil antisémitisme européen qui existe depuis quelques siècles, et puis en plus qui avait été un petit peu exacerbé au début, fin du 19e, début du 20e. Donc même l'aspect racial, ça parlait pas à grand monde, quoi. Donc il fallait vraiment être éveillé pour s'apercevoir que voilà, il y avait quand même un danger terrible. À travers cette invasion. Mais sinon, le commun des mortels, il vivait en fait dans une Europe qui est une Europe fasciste. Tout le monde était fasciste. Il y avait très peu de démocratie. Finalement, les démocraties en fait ont perdu la guerre. La Tchécoslovaquie avait été envahie, la France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg. Le reste, c'est pas des démocraties, c'est il y a que des dictatures en fait partout en Europe. Donc c'était le nouvel ordre mondial qui s'installait. Et il y avait les seuls qui résistaient, c'était les Anglais. Ils pensaient qu'ils allaient rapidement être envahis. Tout le monde pensait que l'Allemagne allait gagner, quoi. Enfin, le commun des mortels, quoi. Et à partir de là, il faut survivre. Il faut trouver sa place dans cette nouvelle société, dans ce nouvel ordre mondial, et sans jugement. C'est simplement ça. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de se plonger dans cette époque. Donc on ne sait pas l'aboutissement du truc. Et en même temps, c'est justement, vous en tant que lecteur, si vous lisez ce bouquin, vous avez déjà ce recul et vous sentez l'angoisse monter parce que vous connaissez en fait l'issue. Mais ça, c'est plutôt pas mal en fait. Mais il faut se replacer en fait dans la tête en fait de ces gens-là qui ne savent rien. Et puis là, donc pour revenir à cette scène, plutôt que d'expliquer déjà dès le départ ce qui se passe en Europe, on le fait à travers en fait les yeux des enfants qui écoutent leurs parents et qui jouent à la guerre, parce que les enfants aiment bien jouer à la guerre, comme leurs parents d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un petit peu pour placer le camp des Alliés. Il y a les Français et les Anglais d'un côté, les Allemands de l'autre. Bon, j'ai pas vraiment développé, parce que normalement le Russe, il devrait pas être là. Le Russe, parce que c'est à l'époque du pacte germano-soviétique. Mais lui, c'est un fils de communiste, il ne peut pas être avec les fascistes. Ça a toujours été ses ennemis, les fascistes. Donc à partir de là, voilà, il s'est placé du camp français, parce qu'ils ont quand même pas, ces enfants, ils n'ont quand même pas une conscience politique très élaborée. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, c'est la guerre. Puis en plus, j'explique, c'est là où en fait, à travers les cases suivantes, on explique la neutralité de la Belgique et comment et ça amène en fait la suite, c'est-à-dire que la neutralité de la Belgique étant représentée par Spirou, et que Spirou se prend une boule de neige, est agressé en fait par le camp qui représente l'Allemagne. Ça commence, oh zut, j'oublie mes mots. Peu importe. Ça symbolise, et ça merci. Ça préfigure en fait ce qui va arriver. C'est-à-dire en fait l'invasion de la Belgique alors que le pays était neutre. Alors justement, la suite de la page. Puis c'est un gag. Puis ça fait un gag. Alors voilà, la suite de la page, c'est juste une petite insertion comme ça, parce que effectivement, faut pas croire que c'est un album qui est uniquement, fort, parce qu'il l'est, mais c'est un album aussi qui dédramatise énormément. Et ce gag-là, moi, j'adore cette page, parce que il y a une succession de, on se croirait pas mal dans Tintin. Il y a notamment le petit teigneux là qui saute sur la planche, là, qui est absolument magnifique. Et tu avais besoin aussi d'introduire dans tout ce discours qui est pédagogique des respirations, quoi. C'est tellement dramatique comme période que faut en rire, quoi. Faut s'amuser, il faut toujours en fait. C'est mieux. Ok. Non, mais il faut toujours. Pardon? Non, je cherche un mot là. Ah merde. Non, c'est pas dédramatiser, c'était désamorcer. Merci. Désamorcer en fait la situation en amenant un gag. Puis parce que moi je pense que bon, d'abord on est quand même dans Spirou et Fantasio, donc il faut que ce soit quand même drôle. Et puis voilà, quoi. Puis je pense, je parle toujours en fait de moi, quand je fais ce genre d'histoire, en fait, je suis un enfant. En fait, vraiment, je me mets à la place des enfants, et
je me mets à la place de Spirou. Et je me souviens, en fait, au niveau des émotions, il y avait moi, je parle souvent de Charlie Chaplin qui m'a beaucoup ému quand j'étais enfant et en même temps, mais qui m'a fait beaucoup rire. Donc, c'est vraiment un modèle pour moi. Et j'aime bien, en fait, toujours désamorcer, en fait, la moindre situation un petit peu dramatique, quoi. Donc, c'est ça. Alors, normalement, un gag. Normalement, tu dois mettre partout de l'eau quand tu l'ouvres. Là. Ah, voilà, c'est fait. Donc, il y a une case qui est très très parlante et on a déjà eu l'occasion d'en discuter. C'est la raison pour laquelle tu avais représenté ces chars allemands. On a l'impression de voir passer la mort. Vraiment, il y a beaucoup de couleurs autour et là, on est vraiment dans un gris très très charbonneux, quoi. Bah, en fait. Souvent, quand on voit des films de guerre ou des bandes dessinées sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale, en fait, quand il y a des nazis, en fait, je soupçonne souvent en fait les gens qui font ces films en fait d'être fascinés par l'imagerie nazie, en fait. Tout ce qui est uniforme, tout ce qui a été en fait en plus étudié pour que ça soit fascinant. Comme là on est dans l'image, comme dans les films d'ailleurs, j'ai voulu en fait effacer ça, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le soldat allemand, le soldat nazi en fait, parce que là c'est l'armée allemande peut-être, mais c'est l'armée allemande au service en fait d'un régime, un régime criminel. Je la traite, tout est charbonneux. Enfin, je sais pas si on s'en aperçoit assez là-dessus, parce que là c'est quand même un plan qui est de loin, mais en fait en général ils sont tous traités en fait de manière charbonneuse. En fait je les traite un petit peu comme les véhicules, en fait. Tout ça c'est une force destructrice, une force mécanique destructrice pour moi. Et donc pour moi ils sont intégrés dans leur véhicule. Mais je sais pas si on s'en rend très compte, c'est très lumineux là. Je sais pas. Mais en fait pendant tout l'album, en fait, pendant toute l'histoire. Tous les soldats allemands en fait sont comme ça, sont charbonneux, on voit pas leur visage, et parce que voilà quoi, parce que ils sont déshumanisés, parce que en fait c'est ça. Vous pouvez défendre la Wehrmacht si vous voulez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que c'était quand même des êtres humains, mais c'est quand même en fait, des êtres humains au service d'une tuerie, quoi. Et à partir de là, non, il faut d'abord enlever cet uniforme pour redevenir un être humain. Et je raconte, bon, ça on verra par la suite, mais pour bien sentir ce code-là, en fait, le seul moment où on voit un uniforme allemand, il sera porté par un Belge, et ce sera un moment où il aura un sursaut d'humanisme. Et voilà quoi, c'est pour bien montrer qu'il ne faut pas stigmatiser le mal. Le mal, c'est pas les Allemands. Le mal, en gros, les Allemands, c'est pas des extraterrestres, hein, c'est des êtres humains aussi, et que ce mal qui est arrivé de là-bas, bon, c'est vrai qu'ils ont pété les plombs là pendant quelques années, mais ça venait pas forcément seulement d'Allemagne, c'était vraiment une prédisposition en Europe pour que ce mouvement racial terrible émerge. Et les Allemands ne sont pas plus responsables que les Autrichiens, par exemple, que tous ceux qui ont adhéré au nazisme, et notamment les Flamands quand on est en Belgique, et puis les nazis français, il y en a eu aussi, il n'y a pas de problème, sauf que racialement, ils n'étaient pas tout à fait intégrés. Mais voilà quoi, c'est surtout une idéologie, et que cette idéologie, elle vient de l'homme, et donc elle vient de nous. Et que ce qui est terrible, c'est ça, c'est qu'il faut travailler sur soi pour éviter ça, aller chercher en fait ce mal en nous et essayer de l'analyser et de s'en débarrasser. Donc voilà, c'est un peu. En fait, c'est l'idée de toute cette histoire. En fait, c'est la conclusion, ce sera ça. Bon, je spoil la conclusion, mais enfin bon, c'est pas très. Voilà. Ah, très bien. Vous avez bien vu. Merci. Non, enfin, vous me dites, c'est une femme qui domine l'image. Vous voulez dire? Dans le deuxième char, il y a une femme dans le char, vous voulez dire? Non, non, c'est pas une femme. Non, non, non. Non, c'est parce qu'ils avaient des uniformes très cintrés. C'était très élégant, vous savez. Non, non, par contre, il y a une femme là. Et cette femme, en fait, qui est là, elle est importante aussi, je trouve, parce que pour moi, elle symbolise la vulnérabilité, en fait. Et elle est là avec sa gamine. Et en fait, l'idée, c'est de montrer qu'on. Face à ça, on peut rien faire, quoi. Parce que je montre, en fait, dans l'album, ce qui était le cas, quoi. On voit les armées alliées. Oh, je sais pas, déjà elles s'entendent pas, elles sont toutes à pied, on voit plus d'ambulances qu'autre chose. Et puis à côté de ça, là on voit vraiment la force brutale, quoi, un truc
mais j'en joue pas. Enfin, j'en joue juste sur cette page. Hein. Et il y a peut-être une image, c'est l'image juste avant en fait qui fait la transition, parce que c'est la première fois on voit les nazis en fait arriver. Et ce que j'ai voulu traduire par là, c'est aussi par rapport aux témoignages, tous les témoignages des gens à qui j'ai demandé l'effet que ça leur avait fait en fait de voir les Allemands. Et c'est assez intéressant parce qu'on retrouve toujours la même chose, quoi. C'est ce côté aussi sidéré et puis vraiment de se sentir tellement impuissant face à ça. Et c'est ce que ce que j'ai voulu traduire aussi par cette espèce de vraiment un truc mécanique là, terrible, quoi. Et donc voilà, quoi. J'ai l'oncle de mon père. Je sais pas ce que ça. Pour moi, c'est un grand oncle, c'est ça. Qui était alsacien en fait. Et il vivait en Bretagne, il vivait à Quimper, et quand les Allemands sont arrivés, lui est mort en voyant les Allemands arriver, il a eu mort d'une crise cardiaque, par exemple. Et ça m'a toujours marqué quand j'étais gamin. Et c'est pour ça que je posais toujours la question, savoir qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez vu les Allemands arriver. Bon, lui, c'était le fait d'être alsacien, ça l'a vraiment choqué de voir les Allemands. Lui, sa famille avait quitté l'Alsace en 1871 pour aller au plus loin à l'ouest de l'Allemagne, et de les voir arriver, ça l'a tué. Et donc voilà, c'est ce que je voulais faire au travers. C'est pour dire qu'on peut dire beaucoup de choses aussi avec le dessin. Voilà, ça peut créer des émotions un peu fortes. Enfin, voilà, j'espère. Et alors, donc, c'est un récit de 330 pages qui va être divisé en 4 tomes, c'est bien ça? Oui. Et à travers ce récit-là, il y a un énorme souci pédagogique. Est-ce que ton objectif, c'est aussi que les familles s'emparent de cette BD pour en parler ensemble? Ben oui, parce que il y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est qu'en fait, bon, déjà, c'est revivre cette époque. Hein, c'est pour ceux qui l'ont oublié. Moi, je raconte, la semaine dernière, je suis allé au Mans. J'ai fait une intervention en fait, dans un collège et je me suis retrouvé avec des troisièmes et j'aurais parlé de la Shoah et personne n'était au courant. Ah, c'est terrible. Et alors les profs se sont justifiés en me disant c'est pas au programme. J'ai dit mais c'est pas une question de programme. Mais qu'est-ce que disent les parents? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est vraiment choquant. Et voilà, c'est là où je me dis bon il faut faire quelque chose, il faut peut-être en parler. Donc alors déjà il y a cet objectif-là. Hein, d'informer et puis encore une fois de se replonger pour expliquer ce que peut être une guerre, ce que peut être l'oppression d'un régime totalitaire et puis comme aujourd'hui on sait bien d'où ça vient, à chaque fois ça vient c'est toujours les crises qui engendrent ça. La crise engendre une espèce de frustration qui crée une haine qu'on projette sur un bouc émissaire ou un complot, enfin. Et c'est terrible, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Maintenant, on s'en prend à n'importe qui, aux migrants, comme si les migrants c'était. Voilà, on sait bien ce qui se passe depuis le début. On a un système en fait qui ne fonctionne pas, dont il faudra se débarrasser parce que sinon il nous mène droit au mur en fait. Donc ce système, il s'appelle le système capitaliste, qui est une idéologie qui est à peine masquée, mais ça génère constamment ça. Comme moi je raconte dans cette histoire que la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, c'est la suite de la Première. Voilà, et tout ça c'est généré par une crise, mais les animosités sont là, on n'a rien effacé à la fin de la Première. On a laissé en fait les Allemands, en fait, on les a punis, et ça évidemment, on rajoute par-dessus en fait deux crises économiques. Et ça engendre le nazisme. Il s'unit tout de suite, et il a une haine en fait du reste du monde, de l'Europe, et voilà, et on se sent fort, et voilà, c'est une terrible revanche. Et ça, encore une fois, c'est la misère qui engendre ça. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, bon, voilà. On va passer à quelque chose d'un tout petit peu plus léger du coup. C'est le moment. Il y a plein de gags. J'avais préparé quelque chose. L'amitié très particulière entre Fantasio et Spirou, parce que moi je trouve que Fantasio, tu le loupes vraiment pas, mais il a vraiment une sacrée utilité, Fantasio, dans ton récit. Déjà, il crée une dualité avec ce Spirou, parce que Spirou il est plein de vertus et au bout d'un moment, ça peut être énervant, déjà, premièrement. Alors, lui aussi, en fait, il amène pas. Fantasio est un personnage sans conscience.
Là aussi, il doit évoluer hein, pendant la guerre. Il va évoluer. On va retrouver le fantasio en fait des premières histoires de Franquin. C'est-à-dire un fantasio qui reste quand même un type, une espèce de grand échalas, un peu pédant, snob, un peu futile. Mais là, donc ça c'est l'avant, donc c'est encore pire. Il est pas, il est vraiment. Et donc voilà, c'est un gars impulsif, mais qui a bon fond. Il a vraiment bon fond et c'est pour ça qu'ils sont amis. Et puis parce que dans mon première histoire, c'est à cause d'eux en fait que la Seconde Guerre mondiale a été déclenchée. Donc je pense qu'ils ont beaucoup de morts sur la conscience. Donc c'est ce qui lie leur amitié. Et donc voilà quoi. Et puis après, ils représentent en fait, et en fait. Quand on y réfléchit bien, en fait, ils représentent le commun des mortels. C'est-à-dire que, alors que Spirou a des problèmes existentiels, c'est-à-dire qu'il se pose vraiment des questions sur la guerre, sur qu'est-ce qu'il raconte là. Et nous, Fantasio, on prend cette décision, on choisit l'Ouest. Enfin, il se pose des questions apparemment. Et lui, la réponse, c'est est-ce qu'il va pouvoir changer de pantalon quoi. Oui. Donc, ça situe bien l'enjeu. Quoi, vraiment. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment dans la tête. Mais pour lui, il est un peu tordu. Mais changer de pantalon, ça veut dire en fait endosser l'uniforme, son uniforme l'uniforme de l'armée belge. Bon, donc c'est un raisonnement un peu tordu. Donc on comprend pas très bien en fait, parce qu'il est toujours dans sa tête. Et c'est bon, il y a des gens comme ça. Je sais pas si je parle souvent de ça. Moi, j'ai des amis qui sont comme ça. Et il faut à chaque fois comprendre ce qu'ils veulent dire. Et puis ils sont, comme je disais, là, ils sont super impulsifs. Mais en tout cas, on s'ennuie pas avec ce genre de personnage. Quoi. Il se passe toujours, on est toujours étonné. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il pense ça? Mais en tout cas, c'est des gens qui sont très très généreux dans le fond et qui pourraient se faire tuer pour vous. Mais on a l'impression au départ comme ça qu'ils roulent pour eux, quoi. Mais bon, c'est des personnages amusants. Et donc voilà. Et puis évidemment, comme je disais, je parlais de désamorcer les situations dramatiques. Rien de tel qu'un personnage comme ça pour tout de suite dire ah bah heureusement qu'il est là, effectivement. Effectivement, ces deux personnages ont beaucoup d'humanité. Et on a parlé de pédagogie tout à l'heure. L'humanité, elle a un rôle déterminant. J'ai voulu mélanger plusieurs mots, ça ne marchait pas. Et déterminant vraiment dans cet album. Et est-ce que pour toi, finalement, c'est la meilleure résistance possible, l'humanisme? Bah oui, ça aussi c'est ce que je raconte en fait dans cette histoire. C'est en gros ce que je demande à un être humain dans les pires moments, c'est de rester humain. Quoi. Et c'est ce que j'ai voulu dire, c'est que Spirou est un héros dans ce sens, dans le sens où il est resté humain. Et ça, je pense souvent que si tout le monde, quand on parle en fait d'attitude lâche pendant la guerre, il ne s'agit pas en fait de lâcheté par rapport à des faits d'armes. Hein. Il ne s'agit pas de prendre les armes et de tuer les autres. Mais c'est rester le plus humain possible. C'est ça surtout que je demande en fait à l'humanité. Je pense que si c'était passé comme ça, les choses auraient été différentes. Et c'est pour ça que la Belgique est un pays très intéressant parce que la Belgique, on n'a pas eu la même occupation qu'en France. C'est vraiment un petit pays qui n'a pas de roman national. Hein. C'est un pays qui est récent, et 1830, avec deux ethnies qui ne s'entendent pas vraiment. Enfin, bon, c'est un peu un pays artificiel. Et en fait, leur résistance, quelque part, face à l'occupant nazi, c'était plus finalement une résistance non pas liée au patriotisme. Bien sûr, il y avait du patriotisme belge, pas de problème, mais quelque part, en fait, ce pays n'existant pas réellement, n'étant pas réellement palpable, on sent bien qu'en fait, cette résistance, elle était beaucoup plus humaniste, en fait, face à un régime qui était une horreur, qui était l'anti-humanisme. Et quand on voit leurs actions pendant la guerre, c'est pas forcément des gros faits d'armes, mais je dis souvent que c'est quand même le seul pays d'Europe où un train qui partait pour Auschwitz a été arrêté en fait par trois résistants, et ils ont libéré en fait, ils ont réussi à libérer 200 personnes, une centaine ont été reprises ou tuées, mais voilà, ça s'est pas passé en France, ça. Les wagons, ni ailleurs d'ailleurs, les wagons de la SNCB, là, dans les wagons de la SNCB, les chemins de fer belges, les cheminots glissaient tout le temps des outils, par exemple. Eh ben, ça, on l'a pas fait ici. Enfin, c'est des petites choses, c'est des riens, mais qui sont très très importants. Et voilà, et c'est en ça, je pense que ça s'est produit là-bas parce qu'il y a, bon, en France, c'est un petit peu différent parce que je pense qu'on a été aveuglé par ce patriotisme, enfin cette France qui a suivi, on a pensé qu'elle continuait à exister, on s'en est remis à un grand-père, enfin Maréchal Pétain, comme
comme quand vous êtes traumatisé, vous en remettez à quelqu'un, vous cherchez un messie, vous cherchez un dieu, vous cherchez un leader. Bon, c'est normal en fait qu'on suive en fait un personnage qui se propose en fait de nous diriger. Pareil dans l'autre camp pour un personnage comme Charles de Gaulle en fait, qui lui était dans le roman national, dans la France éternelle. En Belgique, tout ça n'existait pas. Ils n'ont pas eu de zone libre. Donc, ils ne pouvaient s'en remettre à personne. C'était un pays occupé militairement. Donc, il y avait un gouvernement à Londres, comme je disais, un gouvernement à Londres en exil, un roi qui était resté là, mais les Belges sont très, très vite aperçus que ce roi était prisonnier des Allemands. Le gouvernement belge était considéré comme au départ, en 40, comme un gouvernement lâche qui avait abandonné son peuple. Voilà, qu'est-ce qui reste il reste il y a des gens qui vont dire, c'était un pays aussi assez religieux, hein, c'est un pays très catholique, mais derrière ce catholicisme, il y a aussi un humanisme, parce que je pense, moi, c'est que souvent que c'est l'humanisme qui génère le christianisme et non l'inverse. Mais enfin, bon, et c'est en ça que je trouve ce pays intéressant, de par son inhumanité, quoi. Son humanité contre l'inhumanité, en fait, représentée par le nazisme. Ça, c'est une des choses une de tes découvertes pendant que tu faisais des recherches documentaires sur cet album. Ben oui, puis en même temps, c'est comme ça qu'on comprend mieux en fait la Belgique, le peuple belge. Moi, je trouve quand on se plonge dans cette histoire-là, après ça paraît évident de ce qu'est la Belgique aujourd'hui. Et c'est vrai que beaucoup de Belges vous diront, vous avez des Belges dans la salle, mais en discutant de tout ça, les Belges qui ont beaucoup de recul disent. Mais la Belgique, ça n'existe pas, en fait, dans un sens. Il y a des Belges, mais la Belgique n'existe pas. C'est marrant, en fait, comme idée. Voilà. On peut s'attarder un petit peu sur ce dessin aussi pour parler de ton travail graphique. Tu te définis à juste titre comme un auteur et non pas comme un dessinateur. Et comment, justement, tu arrives à mettre ton dessin au service de ton histoire ? Moi, je suis de ceux qui considèrent que moi, je suis pas un dessinateur. Voilà. Je me considère pas comme étant un dessinateur. Je suis un conteur d'histoire et je le fais à travers des codes. Donc, on peut appeler ça du dessin, mais c'est pas du dessin au sens artistique du terme. C'est plutôt du dessin au sens calligraphie. En fait, c'est une écriture dessinée pour moi. C'est un truc, et puis c'est un truc, j'utilise le dessin comme je l'ai toujours utilisé depuis ma tendre enfance. C'est-à-dire que, comme vous tous ici, avant d'apprendre à écrire, vous avez tous dessiné. Et c'est bien dommage que des adultes vous aient dit d'arrêter de dessiner et de passer à l'écriture, parce que les dessins, c'est un truc puéril et l'écriture, c'est un truc d'adulte. Et il n'empêche que le dessin, c'est quelque chose de très, très important. D'abord parce que, effectivement, c'est votre première écriture. Et si vous la développez comme ça... Je dis souvent que 10% d'énergie en fait, qu'on utilise pour apprendre à écrire, on la garde. Si on la gardait en fait, pour développer son dessin, tout le monde saurait dessiner au moins comme ça. Je vous assure que ça s'apprend à dessiner comme ça. Donc, parce que c'est très simple, encore une fois, c'est des codes, hein. C'est pas du dessin artistique. Et donc voilà, c'est mon écriture naturelle et je l'ai toujours vu comme ça en fait. C'est a posteriori, je me suis toujours... quand j'analyse ça, je me dis, mais j'ai toujours fait du dessin, non pas pour faire des jolis dessins, mais vraiment pour raconter des histoires. Quand je ne racontais pas d'histoire, je n'ai jamais dessiné sans raconter d'histoire. En fait, c'est ça, un dessin, ça n'avait aucun sens, quoi. Comme on nous apprend à écrire, ça n'a aucun sens en fait d'écrire des lettres et des mots. On écrit quand on a envie de raconter quelque chose, de dire quelque chose. Et c'est pareil, je fais la même chose pour le dessin en fait. Donc c'est quelque chose de très simple. Je dis souvent en fait que le monde de la bande dessinée en fait fascine par le dessin. Donc, quand on parle de bande dessinée, tout de suite c'est le dessin qui vous vient à l'esprit. Et moi, je pense pas. Je trouve que c'est faire fausse route, en fait. Et en plus, c'est ghettoisé, en fait, ce média. C'est pas du tout... pour faire de la bande dessinée, on n'a pas vraiment besoin de savoir dessiner. Tant mieux si on sait dessiner, mais ce qu'on a surtout besoin, c'est de raconter quelque chose. Ensuite, on peut le faire d'autres façons. On peut le faire en écrivant, en réalisant des films, peu importe, en s'exprimant d'une manière ou d'une autre. Mais la bande dessinée, c'est vraiment lié à l'écriture. Ce n'est pas lié au dessin. Si vous dessinez très très bien, si vous n'avez absolument rien à dire, ça ne sert à rien de faire de la bande dessinée. Vous n'avez rien à dire. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Vous savez tous lire et écrire.
Eh bien, c'est pas pour autant que vous êtes romancier. Et ben, en bande dessinée, c'est pas parce qu'on sait dessiner qu'on est auteur de bande dessinée. Et ça, le problème, il est là, c'est que bien souvent, en fait, on pense que tous les gens, on nous fait croire en plus que tous les gens qui savent dessiner sont des auteurs de bande dessinée. C'est pas vrai. Prenez le cas. Non, pas de nom, pas de nom. Pas de nom. Non, mais il y a des trucs flagrants. Je sais pas, tout le monde s'aperçoit que par exemple, depuis la mort de Goscinny, ça va plus, quoi. Par exemple, non. Vous aimez Astérix depuis que Goscinny est mort? Parce que le Goscinny, c'était l'auteur. C'est lui, en fait, le génie. Uderzo a du génie, mais qui mettait au service, en fait, du grand auteur du génie de Goscinny. Quand l'écrivain disparaît, on a beau avoir un talent fantastique comme Uderzo. Ah ben, Uderzo, c'est pas un conteur, donc ça rame, quoi. C'est comme si, en fait, je compare toujours ça à l'écriture. C'est comme si, je sais pas moi, Flaubert était né sans bras, il avait besoin d'un écrivain public, en imaginant que l'imprimerie n'existait pas, il avait besoin d'un écrivain public et qui avait une très belle calligraphie, très, très lisible, très compréhensible. Bah, le jour où Flaubert sans bras meurt, c'est pas le calligraphe qui va le remplacer. Eh ben, c'est ça la bande dessinée, c'est pareil. Il faut avoir besoin de dire quelque chose. C'est le cas de. Je parlais hier de. J'en parle souvent en fait de cet exemple-là parce qu'il est flagrant. C'est celui de Marjane Satrapi qui arrive d'un pays où il n'y a pas de culture BD, qui a juste une histoire, son histoire à raconter. Se trouve un style graphique qui vient de la miniature orientale. Très simple, eh ben, ça fait un succès mondial. Un succès mondial, c'est pas là on sort en fait du lectorat de bande dessinée. C'est les gens qui ont lu Marjane Satrapi. D'ailleurs, c'est bien souvent, c'est pas forcément, c'est pas les lecteurs de BD, parce que les lecteurs de BD peuvent trouver que c'est mal dessiné, que c'est du noir et blanc, que bon là c'est moche tout ça. Mais la plupart des temps, c'est des lecteurs de littérature en fait qui ont lu Marjane Satrapi sans s'apercevoir qu'ils lisaient une bande dessinée. Et c'est pour ça qu'elle a été lue de par le monde, quoi. Enfin, on est vraiment sorti des frontières de la franco-belge. Là, c'est vraiment dans des pays où jamais on lisait de bande dessinée, genre Afrique du Sud ou n'importe où, Chine. Et voilà, et c'est ça. Voilà quelqu'un qui a raconté un petit peu une histoire très très forte à travers un dessin simple. Parce que, comme je raconte, je peux finir l'histoire parce que c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle est arrivée, bon, c'était une voisine, c'est une copine en fait, et elle nous racontait tout le temps sa vie. Et elle me disait mais c'est génial, il faut que tu me racontes ça. Et je raconte ça comment? En bande dessinée, raconte ça en bande dessinée. Je ne sais pas, je sais pas ce que c'est la bande dessinée. Elle dessinait un petit peu, elle sortait de l'école de Strasbourg là, et je lui ai dit mais c'est pas grave, la bande dessinée, pardon, c'est un langage. Et là, ça lui parlait. Parce qu'il se trouve que si elle a une prédisposition, cette fille, c'est pas du tout au dessin. Enfin, c'est pas une virtuose du dessin. Elle dessine bien, mais c'est pas une virtuose. Mais on s'en fout. Mais par contre, elle a une prédisposition aux langues. C'est vraiment une polyglotte. Elle parle 7 langues parce qu'elle apprend une langue très rapidement. Parce qu'elle scanne la langue, elle comprend très bien la syntaxe, elle a une logique, elle a un cerveau comme ça qui fait que là, elle parle couramment. Elle est française hein, aujourd'hui, donc français, anglais, allemand, perse, arabe, italien. Elle avait rencontré un Suédois qu'elle a épousé. Et en 3 mois, elle a appris le suédois. C'est beau l'amour, mais il y a autre chose quand même. Et en fait, quand elle a compris, en fait, quand on lui a parlé de langage, tout de suite, ça l'a intéressé. Et en fait, quand elle s'est lancée dans Persépolis, on l'a aidé pour le premier, pour lui dire regarde comment ça se structure, regarde le rythme, tout ça. Le deuxième, on l'a relu, et puis après, il y avait plus rien. Elle avait déjà appris. Elle a appris ce langage. C'est un langage. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on étudie, en fait, il ne faut pas voir le dessin. Il faut voir en fait vraiment ce langage, cette écriture en fait dessinée. Et c'est ça qui tout de suite ouvre les portes à tout le monde. Parce que sinon on reste dans le ghetto du il faut savoir dessiner pour faire de la bande dessinée. Je suis désolé, il y a plein de gens qui dessinent et pour moi ils font pas de la bande dessinée. Ils illustrent un texte, voilà, mais ça fonctionne pas. Je sais pas. La bande dessinée, encore une fois, c'est notre écriture originelle. Je raconte cette anecdote aussi pour bien
vous faire comprendre en fait ce point de vue qui est toujours relié à mon enfance. J'en parle souvent, sans doute vous l'avez déjà entendu, si vous m'avez déjà entendu, mais c'est quand j'étais gamin en fait. Mon père adorait me raconter. Enfin, moi j'adorais. Je recommence. Quand mon père me mettait au lit, enfin, souvent il me racontait des histoires. Donc il avait 3 façons de me raconter l'histoire. Je ne savais pas lire, donc il me lisait soit un livre, soit il me lisait une bande dessinée, et à ce moment-là, il me lisait juste les dialogues, bien entendu. Et moi, je comprenais l'histoire à travers des dessins. Et la 3e façon, en fait, c'était il les inventait. Il inventait les histoires. Et moi, évidemment, ce que je trouvais le plus génial, enfin, évidemment, c'était... Les inventer. C'était pas la bande dessinée, c'était de les inventer. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on pouvait intervenir, on pouvait ça modeler à sa façon. Vous voyez. Et puis, bon, je trouvais ça tellement génial parce que lui, il arrivait toujours à trouver une chute. Enfin, bref. Et je trouvais ça tellement génial que moi aussi, j'avais envie de lui raconter une histoire. Et comme je voyais que dans une bande dessinée, une suite de dessins déjà racontait quelque chose, moi, je dessinais, comme tous les enfants. Je me suis mis en fait à dessiner des histoires comme ça, avec des petits dessins. Des trucs, des dessins évidemment d'enfants de 3-4 ans. Et quand il rentrait, en fait, je lui montrais mes dessins et ça c'est très clair, je m'en souviens très bien. Je ne supportais pas s'il commençait à dire « Oh, les beaux dessins, les beaux dessins ». C'était pas ça. Il fallait qu'il lise mon histoire et qu'il la comprenne. Et quand il la comprenait, parce que c'était pas évident, je me souviens que c'était pas facile, mais quand il la comprenait, là j'étais vraiment aux anges. Mais vraiment le côté quel beau dessin, c'est pas ça. Je te raconte quelque chose. Et c'est ça la bande dessinée, c'est pas autre chose. C'est là où on comprend que c'est vraiment une écriture, quoi. C'est une écriture liée à l'enfance. Donc, vous voyez, c'est très simple en fait. Et d'autant plus que tous ceux qui disent qu'ils dénigrent en fait le dessin, c'est une ignorance crasse, bien sûr, parce qu'en plus le dessin c'est évidemment une écriture universelle. Je dis souvent, vous vous baladez dans un pays étranger où vous ne parlez pas la langue, vous prenez un papier et un crayon avec des choses très très simples, vous vous faites comprendre. Et d'autant plus donc tous ces gens qui dénigrent en fait le dessin n'ont pas compris que même l'écriture, leur écriture, toutes ces lettres en fait, qui dessinent, parce qu'on dessine des lettres, ils ne connaissent pas l'histoire en fait de l'écriture bien souvent. Ils ne savent pas qu'en fait ça vient de dessins. Ce sont des dessins. Quand on dessinait des A, des B, des C, des D, ça vient de dessins concrets, hein, de figuratifs. Je raconte souvent aux enfants que je connais pas toutes les lettres de l'alphabet, il faudrait que je les revise, mais le A, il est assez troublant parce que le A, on voit le A majuscule. Vous voyez le A avec vous voyez un truc avec 2 pieds, une sorte de tour Eiffel, un V à l'envers avec une barre au milieu. Et en fait, non, en fait, effectivement, il faut le retourner, c'est un V avec cette barre, mais en fait, et ce V, c'est. En fait, déjà, si ça se prononce pas Z, mais A, c'est parce que ça vient en fait de Alep, de la ville d'Alep, c'est parce que ça vient de l'écriture phénicienne. On a gardé la première syllabe de Alep, c'est pour ça que le A se prononce A, et Alep en phénicien, ça voulait dire taureau, parce que c'était un dieu, le dieu taureau. Et ben ça, en fait, le A à l'envers, c'est une tête de taureau. Est-ce que les pattes du A, ce sont les cornes du taureau? Et il faut comprendre ça. Donc c'était un dessin. Et si vous voyez en fait l'évolution en fait, du A à travers les âges, vous verrez que ça ressemble de plus en plus vraiment à une tête de taureau. Et pareil en fait pour toutes les autres lettres. Donc ça vient du dessin parce qu'on n'invente pas les codes de l'écriture comme ça du jour au lendemain. C'est toute une évolution lente qui correspond un petit peu à ce qu'on crée quand on est enfant en fait. Bon, on commence par faire du dessin et puis après, peu à peu, on arrive à l'écriture. Enfin, qu'on nous impose, mais c'est un petit peu ce parcours-là, ce qui est logique. La première chose qu'on fait quand on veut s'exprimer, c'est avoir une écriture figurative, qui est du dessin, en fait. Voilà, et ça, c'est très important de le comprendre. Donc voilà, c'est tout un pan de l'histoire de l'écriture qu'on ne connaît pas, et c'est vraiment dommage, et de nous couper, en fait, du dessin, qui est notre écriture universelle primordiale, c'est quand même assez criminel. D'autant plus que tout ça a été décrété, encore une fois, au XIXe siècle. À l'époque, on a fait aussi le roman national. On s'est dit que l'histoire commençait à l'écriture. Mais de quelle écriture on parle? C'est déjà une écriture codifiée, incompréhensible. L'écriture primitive sumérienne. Voilà. Et avant c'était la préhistoire. Pourquoi? Parce qu'on dessinait. Et c'est une démarche très adolescente. Vous voyez, l'adolescence, elle se coupe de son enfance pour prouver qu'elle est déjà mûre. Alors, au XIXe siècle, c'est ce qu'on voulait prouver. C'était à l'époque du darwinisme, social, on allait dire. On disait l'homme, ou d'ailleurs en plus l'Église était était très puissante. On disait l'homme, c'est l'aboutissement de la vie en fait. Donc à partir de là, quand est-ce qu'on est venu réellement des hommes?
l'écriture, pas de problème. Mais avant, non, avant on était des singes, comme les enfants sont des petits singes aussi, pareil. Et vous voyez, et ça c'est vraiment, encore une fois, une démarche vraiment adolescente qui consiste à renier son enfance en disant maintenant c'est bon, maintenant je suis formé, pardon, j'ai tous les, regardez, j'ai de la testostérone, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, c'est fini, l'enfance, et c'est ce déni en fait qui est terrible. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on avance, parce qu'avancer, pour moi, être adulte, c'est renouer avec son enfance. Et quand on comprendra tout ça, que tout est lié, que le dessin, c'est pas du tout un truc puéril, mais au contraire quelque chose en fait c'est un média, un mode d'expression en fait complètement naturel et qui nous fait avancer, qui nous relie tous, parce qu'encore une fois, vous voulez un chat. Comme je disais, l'exemple là, vous allez dans une école, vous dites, vous leur demandez un mot, chat ou n'importe quoi, vous écrivez chat, vous dessinez le chat à côté rapidement, et vous dites à un enfant de 6 ans, est-ce que ta petite sœur de 2 ans comprend ça? Enfin, 6 ans, j'exagère, mais bon, un petit peu. 6 ans, on apprend déjà, on sait lire déjà à 6 ans. Normalement, oui. On commence. Et quand tu dis ta petite sœur de 6 ans, est-ce qu'elle comprend? Non, pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas lire. Et est-ce que le mot, donc il faut savoir lire pour comprendre ce mot. Est-ce qu'elle comprend ce dessin? Oui, parce qu'elle le voit. Il y a un Chinois qui comprend ce mot. Non, parce qu'il ne sait pas le français, mais ça, il le comprend. Donc c'est là où on se dit, pour apprendre ce mot chat, il faut savoir lire et il faut connaître le français. Et ça nous coupe vraiment d'une bonne partie de l'humanité, quoi. Alors que l'autre, là, le petit dessin à côté, tout le monde le comprend. Et c'est ça qu'il faut entendre dans cette écriture universelle, comme je disais. Donc c'est essentiel, le dessin. C'est vraiment essentiel. Et tout le monde devrait savoir dessiner. On s'étonne... je sais, en plus, on s'étonne, ce qui me fait rire, en fait, c'est ça, c'est de voir des adultes qui savent dessiner. Vous trouvez ça magique? Ça n'a rien de magique. C'est juste, en fait, le développement, en fait, d'une pulsion de l'enfance. C'est un truc totalement naturel. C'est beaucoup plus... Moi, je trouve ça beaucoup plus fascinant de voir des gens jouer du piano, par exemple. Parce que jouer du piano, alors ça demande un apprentissage. C'est pas naturel. On ne naît pas avec un piano. Alors que on naît quand même avec des mains qui peuvent accrocher un bâton et commencer à dessiner, quoi. Ou un morceau de charbon, enfin, ce que vous voulez. Un piano, c'est quand même déjà quelque chose de beaucoup plus élaboré. Enfin, c'est pas à portée de main, en tout cas. On s'étonne... mais après, on parle de... Souvent, j'entends parler de dons. Par exemple, de dons. On a un don, c'est pour ça. Vous dessinez parce que vous avez eu un don. Ça, on l'entend souvent. Encore une fois, c'est pas un don, c'est une prédisposition. Et ça marche aussi justement pour le pianiste, comme ça marche aussi même pour l'écriture. C'est-à-dire, enfin, on a tous connu une élève ou un élève quand on était gamin qui écrivait très très bien, qui s'exprimait avec l'écriture, qui a bien compris en fait les codes de l'écriture, la syntaxe mais comment on pouvait effectivement s'exprimer avec elle. Et parce que c'est des structures cérébrales qui font que des fois, comme Marjane Satrapi avec le langage, elles savent tout de suite se servir d'un mode d'expression et l'utilisent à fond. Donc c'est pas un don du tout, c'est une prédisposition peut-être, mais il n'empêche que si vous la travaillez pas, ça donne absolument rien. Et c'est pareil pour tout, quoi. Et au-delà de ça, ça s'apprend. Comme le piano, même si on n'est pas doué, on peut apprendre le piano. Et puis, regardez, l'écriture, on nous l'impose bien. On n'est pas tous doués en écriture, on est bien d'accord. Hein, sinon, on serait tous des grands écrivains. Mais on sait la maîtriser quand même. Et encore une fois, 10% de cette énergie pour le dessin et tout le monde sait dessiner. Au moins comme ça. Alors, je cherche depuis tout à l'heure une transition pour ma prochaine question, mais je n'en ai pas trouvé, donc je vais aller directement à cette question-là. C'est en fait à travers cet album-là, ce qui est très étonnant, c'est que tu détaches Spirou d'un personnage de bande dessinée. En fait, ça devient un personnage réel, inscrit dans la vie réelle. D'ailleurs, il se réfère à Tintin, qui lui est un personnage imaginaire. Comment tu as fait ça pour faire en sorte que l'on croit que Spirou finalement a existé? Justement, pour moi, il a existé. Donc, je me replace dans le contexte. Et il a grandi dans une institution catholique, il est orphelin. Fatalement, il a lu le Petit 20e, donc son héros, c'est Tintin. De toute façon, c'était le héros de tous les jeunes Belges, de tous les enfants belges de cette époque. C'était les débuts de la bande dessinée, il n'y en avait pas énormément. Et puis celle-là, évidemment, comme en plus, elle était recommandée par l'Église, fatalement, oui, tous les enfants lisaient ça. Puis comme il y avait quand même un petit côté... le côté aventurier, coup de poing, tout ça. Oui, les enfants étaient fascinés par Tintin. Alors moi, ce que je raconte, c'est que,
Spirou existe, Tintin est un personnage de BD, mais l'identité de Spirou, donc c'est un préadolescent, il garde son identité à travers son uniforme. C'est-à-dire, comme il n'est pas grand-chose, son uniforme c'est hyper important pour lui. C'est ce qui crée vraiment son identité. C'était l'époque vraiment, parce que c'est son travail, il est très fier de ça, de son travail, de son uniforme. Et quand on lui demande de l'enlever, en fait, cet uniforme, ben finalement, comme sa conscience n'est pas encore, il n'a pas encore son caractère n'est pas encore tout à fait forgé, et ben inconsciemment, il n'arrive pas à faire autre chose que de s'habiller en Tintin, c'est-à-dire son personnage favori. Et c'est ça qui m'amuse. C'est genre à chaque fois, ah zut, mais je me suis habillé en Tintin. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je m'habillais en Tintin, je crois. Et d'ailleurs, la preuve que c'est un vrai personnage, il vient bien, il est même devenu ambassadeur pour les droits de l'homme. Explique un petit peu d'abord ce dessin et puis pourquoi il représente la déclaration des droits de l'homme. Alors là, vous êtes déçus, hein, parce que non, mais ça c'est juste. J'avais fait un dessin, c'était pas celui-ci, mais enfin bon, pour une carte de vœux pour Spirou, je faisais un Spirou vraiment très volontaire comme ça et qui faisait un petit coucou. Et puis récemment, il y a le gars qui s'occupe de la communication pour l'ONU est tombé dessus et c'était les 80 ans, cette année, c'est les 80 ans de Spirou et les 70 ans en fait, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en voyant ça, je dis mais c'est très bien ça, c'est quoi ce geste, qu'est-ce qu'il fait? Alors je sais qu'on est venu me demander qu'est-ce qu'il fait là. Spirou, il dit bonjour, c'est tout. Mais non, mais c'est chouette comme geste de ralliement. Et du coup, ils l'ont adopté. Et voilà. Et donc, en fait, je l'ai réactualisé pour l'ONU. Mais c'est pas de mon fait. Il n'y a pas eu de plan com derrière tout ça. C'est un peu un hasard. Et puis après, voilà, moi je suis ravi que ce soit, je sais pas, que l'ONU, que l'ONU se serve de ce personnage. Mais après, là, il faut pas être dupe. Hein. C'est Spirou, hein. C'est le personnage de Spirou dont ils se servent. C'est pas mon personnage à moi. Il se trouve qu'en même temps, c'est vrai qu'ils ont communiqué sur le fait que cet album sort, qu'il est très humaniste et qui parle de la Seconde Guerre mondiale, d'où est issue en fait l'ONU, en fait après le massacre de 39-45. Très bien, mais ça c'est un hasard, quoi. Voilà, quoi. C'est pas un petit clin d'œil sympa quand même. Oui. Juste en un mot pour finir, parce que je crois qu'on est arrivé à peu près au terme de notre rencontre. Les échéances pour les prochaines parutions, parce que maintenant que tu as perdu beaucoup de temps à Quai des Bulles, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Oui, parce qu'en fait, je raconte, c'est pas du tout une histoire, dans le sens, c'est pas c'est pas 4 tomes, c'est voilà, une histoire en 4 voilà, c'est pas 4 tomes, c'est une histoire en 4 chapitres. Donc elle est déjà écrite, cette histoire. Je ne me lance pas dans le propre avant d'avoir fini mon histoire. Donc elle est déjà toute écrite et dessinée, parce que j'ai une façon, ce dont je vous parlais, mon écriture dessinée, c'est une écriture où tout vient en même temps, le dialogue et le dessin. Parce que comme je vis en fait ce que je dessine, je vis dans ma tête, je joue, comme je disais hier en fait. Ça c'est encore un autre débat, mais si vous voulez, je vous explique en 2 minutes. Mais menteur. C'est qu'en fait, je joue tout ça dans ma tête, et une fois que je le joue, je peux le dessiner très rapidement. Et parce qu'en fait, quand on joue en fait ces personnages, on les incarne, et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe. Là, c'est le truc un peu, c'est très difficile à décrire, mais on arrive vraiment à dessiner la bonne expression et la bonne attitude. Il faut la jouer. Je dis souvent d'ailleurs que pour être un bon dessinateur, un bon auteur, pardon, de bande dessinée, et s'il faut être un bon acteur. Et les grands auteurs de bande dessinée sont des bons acteurs. J'en suis persuadé, j'en connais pas mal, ce que je considère comme des grands auteurs, et c'est vrai qu'ils s'amusent à jouer à la comédie. Ils arrivent à jouer tous les rôles, ils imitent parfaitement bien des caractères. C'est vraiment des très bons acteurs. Et donc à partir de là, moi j'ai fini mon histoire comme ça. Je suis allé jusqu'au bout avant aujourd'hui, donc de passer au propre. Et si vous voulez que je vous parle en fait rapidement de trucs, je pense que c'est très important, parce que vous savez, c'est exactement la même chose. Hein. C'est lié à cette histoire d'écriture là qu'on nous désapprend, ce qui est terrible. Il y a un autre truc qu'on nous désapprend aussi dans la vie d'adulte. Je m'en suis rendu compte à force d'entendre, en me déplaçant dans les écoles, quand on me pose la question d'où vient la création. Vous avez déjà posé peut-être cette question, d'où vient la création?
Et je me suis aperçu que souvent, quand des enfants posaient cette question, ils ne comprenaient pas très bien ce qu'ils disaient, la question qu'ils posaient, parce qu'en fait, c'est une question posée par les adultes. En fait. Bon, c'était souvent on sentait que c'était la prof. En fait. Le mot création, pour un enfant, ça ne veut rien dire. On disait, d'où vient la création et je me suis dit, ok, d'accord. C'est pas... Et c'est là que cet enfant ne comprend pas ce mot-là. Mais pourquoi il ne le comprend pas? Parce qu'il a son propre mot, en fait, pour dire ça. Et c'est l'adulte, en fait, qui ne comprend pas, en fait, qu'il y a un autre mot, en fait, qui lui correspond. Et ce mot-là, ça s'appelle... Alors, alors non, c'est pas histoire, c'est... Alors, créer, pour les enfants, c'est... Il manque encore un mot encore plus simple. Voilà, c'est jouer. Et en fait, c'est du jeu. Moi, j'ai pas perdu en fait le sens du jeu depuis mon enfance. J'aime bien jouer dans ma tête. Je m'amuse quand je vis, je regarde des situations, je joue. Et oui, les adultes appellent ça de la création. Et je suis désolé, c'est exactement quand on invente une histoire, c'est exactement comme quand on était en fait dans sa chambre ou tout seul avec ses jouets en train de s'inventer son histoire, ou avec ses copains en train de jouer au cow-boy, à se faire des scénarios incroyables, ou être une fille qui jouait à la poupée dans son château où il y avait le carrosse qui arrivait, le roi, le prince charmant, tout ça, c'est que du jeu, c'est que du jeu. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on demande les adultes tarissent en fait l'imaginaire en fait des enfants et ce jeu qui est en fait de la création. Et c'est tout bête, c'est pour ça que c'est assez terrifiant, n'est-ce pas? On nous a tout enlevé en fait, tout ce qui nous rendrait plus libres, comme sont les enfants finalement, parce qu'on peut se réfugier dans sa tête. Et ça, c'est quand même assez dramatique. Tout ça au nom de... Parce qu'il faut que vous rentriez dans le travail, dans la vie active. Ce truc emmerdant, complètement annihilant et aliénant. Et voilà, quoi. Et tout ça faut gagner du fric pour survivre. Ça n'a aucun sens. Et donc, les dates des prochains, alors? Ah oui, c'est vrai. Normalement, c'est en septembre le prochain. Et puis les autres suivent, quoi. Parce que, encore une fois... c'est juste une question de temps, quoi. Mais le travail est fait. Enfin, en fait, en gros, c'est ça. C'est un peu triste à dire, mais le travail passionnant, celui du jeu, de la création, il est fini. Il est déjà terminé. Et maintenant, je fais de l'artisanat. Alors, j'essaie de me persuader qu'il y a de l'art là-dedans. Alors, c'est pour ça que j'essaie de le comparer aussi à ce que font en fait les kanji, ce que font les Japonais, l'écriture japonaise. C'est-à-dire, en fait, c'est de la calligraphie. Hein. Il y a de l'art en fait dans le fait de tracer en fait des lettres. Mais c'est pas aussi passionnant que de s'amuser à inventer une histoire. Mais c'est ça, j'essaie de trouver en fait dans le geste du dessin quelque chose de stimulant. Mais bon, et ça demande beaucoup de travail. C'est parce qu'en fait, ça a l'air de rien, mais en fait, il faut être en transe quelque part. Mais de la même façon que quand on joue, on est en transe, quand on dessine, il faut se mettre aussi en transe bizarrement pour mettre au propre. Mais ça, c'est rien, c'est technique. Bon, j'espère que vous aurez bien retenu que Spirou existe et que Tintin est un personnage de BD. Hein, ça sera notre mot de la fin. Merci beaucoup à vous tous. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Ah, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. En tout cas, merci beaucoup à toi, Émile, de t'être livré avec autant de fougue. Merci et merci beaucoup à vous de votre présence. Merci.